Bonjour les nomadologues, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Katia Astafiev. Et c'est un grand honneur parce que c'est quelqu'un qui m'a marqué il y a très longtemps, il y a déjà 5, 6 ans, avec un livre qui s'appelait Comment voyager autour du monde, c'est Alors, ça, comment voyager seul? Ouais. en étant blonde, petite blonde et aventureuse. Voilà. Voilà, c'est ça. C'était ce livre qui m'avait marqué parce que déjà le titre, c'était tout un roman. Et en plus, il y a beaucoup d'humour dans ce livre, donc je le recommande. Depuis, elle en écrit d'autres, elle va nous en parler. Mais Katia est aussi biologiste et son parcours est semé aussi d'aventures et de voyages en trait avec la biologie. On va découvrir son parcours. Elle est née dans une petite ville de Lorraine, dans le nord où depuis la fenêtre de sa chambre, elle voyait plutôt des fumées d'usine plutôt que l'horizon. Elle découvre le voyage en solo lors d'un stage en biologie à Montréal, un stage de master. Et ensuite, au retour, elle est embauchée dans l'administration d'un jardin botanique, sans jamais cesser de partir seule et de partir à travers le monde. Alors, plus de 60 pays en solitaire, ou pas d'ailleurs, des fois, des steppes de Mongolie à la forêt de Sibérie, en passant par les Rocheuses, le Kyrgyzstan, le Panama, l'Himalaya, et j'en passe. Et ce qui me frappe chez elle, c'est qu'elle transforme chaque exploration en récit. Elle a effectivement de chaque exploration tiré une matière à transmettre. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans son parcours. Elle a fait plusieurs livres, dont La fille qui voulait voir l'ours, Par le chemin des Indes. Elle a suivi les traces d'un botaniste, Victor Jacquemont, pendant près de 200 ans, près de 200 ans après lui. Et tout est matière à écriture et à passation d'idées, de savoir et d'envie. Donc, après sa résidence en Nouvelle-Zélande toute récente, elle revient et elle a des choses à nous dire. Alors, donc, Katia, je te passe le bâton de parole et je voudrais Oui. savoir si après toutes ces années sur les routes et dans des états particulièrement aventureux, tu voyages toujours pour les mêmes raisons ou si tu as complètement changé de cap, de vie, d'envie? Alors, je voyage toujours et je trouve que c'est important de garder cette curiosité du monde. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se lassent, entre guillemets, des voyages parce que, ils trouvent que le monde est trop mondialisé, que c'est partout pareil ou que, on allume la télé, on voit déjà des reportages et on voit déjà le pays avant d'y aller. Mais en fait, certes, le monde a changé. euh, mais l'intérêt du voyage, c'est la découverte, la rencontre avec beaucoup de gens qu'on ne croiserait pas forcément chez soi. Et ça ouvre toujours de nouveaux horizons. Donc, je me suis encore pas lassée. Même si c'est vrai, on voyage peut-être un peu autrement aujourd'hui. On a des téléphones, on a des moyens de transport plus rapides. Alors, c'est sûr que c'est peut-être un peu moins aventureux dans certains cas qu'à une certaine époque. Mais le voyage, c'est toujours du vécu, c'est toujours de l'expérience, c'est toujours de la sensation. Donc, rien ne remplace l'expérience vécue qu'on peut avoir en voyage. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des livres magnifiques. Forcément, je suis la première à aimer les récits de voyage. Il y a des bons reportages, il y a des bonnes émissions de radio, il y a des bonnes conférences. Enfin, il y a plein de moyens de voyager en restant chez soi. Mais rien n'empêche, enfin voilà, de continuer à partir pour continuer, c'est ça, à s'émerveiller et à vivre cette expérience du voyage qu'on n'a pas dans son canapé finalement, même avec un bon livre, on n'a pas ces sensations, ces expériences. Voilà, il y avait l'exemple d'un de mes derniers grands voyages en Inde. Évidemment, l'Inde, c'est toujours une claque, c'est toujours une aventure, c'est toujours des tas de rencontres, c'est des émotions toujours très intenses. C'est pas toujours facile, hein. C'est sûr que c'est pas reposant, c'est pas des voyages toujours confortables, mais c'est ce qui fait un peu le sel du voyage, c'est de se confronter justement au monde et à tout ce qui nous entoure. Donc voilà, je me suis pas encore lassée et j'espère ne jamais me lasser, même si voilà, après on voyage peut-être parfois autrement. Ça m'arrive d'un côté des fois de vouloir faire des voyages plus confortables entre guillemets parce que après beaucoup de voyages, des fois on est fatigué des auberges de jeunesse ou des voilà. Et puis au contraire, des fois je vais me lancer dans des choses beaucoup plus aventureuses comme la fille qui voulait voir l'ours où là je suis partie 3 semaines dans les bois toute seule au Canada, dormir dans les bois avec les ours, randonner. Faire des kilomètres toute seule dans des coins complètement isolés, donc voyage plus extrême.
Donc, finalement, il y a plein de façons de voyager et je continue à expérimenter des formes variées. Et Voilà. alors, je précise pour les auditeurs, les inscrits qui sont là, et notamment les femmes qui sont inscrites, que tu es vraiment petite, blonde et aventureuse, que depuis le Voilà. départ, ce qui a provoqué ton premier grand départ, c'était un master au Canada, déjà au Québec, je crois, c'est à Montréal, hein, Voilà, c'est c'est ça. ça? Montréal, oui, oui, Et oui. donc, de ce voyage, tu es revenue différente, a priori. C'est quoi ce qui a été transformé chez toi? Alors, j'ai toujours eu envie de voyager. Comme effectivement, c'était bien dit en introduction, je viens d'une petite ville en Lorraine, des coins miniers un peu tristounés quand même. Et je me suis toujours dit, bon, il y a autre chose dans le monde. Donc, j'ai toujours eu envie un peu d'aller voir ailleurs. Et j'avais pas eu forcément l'occasion avant, hein. Avec mes parents, on voyageait en France, mais on n'allait pas très loin. Euh, et puis, j'avais pas forcément de connaissances qui avaient sur le moment envie de partir avec moi, ou le temps, enfin voilà. Et puis, quand j'ai fait mon stage de fin d'études, justement à Montréal, j'avais le temps, j'étais libre. Et j'étais déjà dans un autre pays, donc je me suis dit, bah, c'est le moment ou jamais, je me lance. Et donc j'ai traversé le Canada toute seule en train. Donc c'était mon premier grand voyage en solitaire, donc de Montréal jusqu'à Vancouver. Et j'ai fait l'aller-retour d'ailleurs, parce que j'avais un passe de train d'un mois, il me restait 3 jours, donc je me dis C'est plutôt long, hein, prévenir en avion. Et c'est voilà, donc plusieurs j'ai fait jours, hein, 2 fois 6 000 kilomètres ou quelque chose c'est comme ça, ça. il faut 6, 7 jours, il paraît, c'est ça? Ouais, c'est long, hein, mais après, bon, j'ai fait des escales et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce voyage en train, alors qu'il était assez facile finalement. Voilà, le Canada en transport en commun, c'est assez facile, en tout cas en train, donc en m'arrêtant dans différentes villes. Et j'ai rencontré beaucoup de gens dans le train, des Canadiens bien sûr, mais d'autres voyageurs aussi. Et puis en m'arrêtant essentiellement dans des auberges de jeunesse, j'ai rencontré aussi plein d'autres voyageurs et voyageuses qui partaient en solitaire. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était commun de partir seul, hein, que j'étais pas un cas spécial. J'avais l'impression de faire un grand voyage. Je me disais, waouh, je traverse toute seule un continent. Et puis, je rencontrais des gens qui étaient partis 6 mois, un an, qui faisaient le tour du monde ou qui avaient traversé toutes les Amériques. Donc, je me disais, bah, oui, en fait, finalement, voyager, c'est possible. Beaucoup de gens le font et ça se passe généralement très bien. Et j'ai découvert aussi que partir seul, c'était souvent le meilleur moyen de ne pas le rester, puisque le fait d'être seul, on va assez facilement vers les autres. Et réciproquement, les gens sont souvent curieux de voir une femme seule. Ils viennent facilement discuter. Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faites? Enfin, voilà, la conversation s'engage assez facilement. Et donc, je me suis dit, bah, finalement, quand on a envie de partir, faut se lancer. Hein, je donne pas beaucoup de conseils généralement aux femmes qui veulent voyager seules, hein. Déjà, il faut avoir envie, hein, on n'est pas obligé, hein. On peut avoir envie de partir en couple, en famille, ou ne pas avoir envie de partir. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, le conseil que je donne, c'est vraiment si on a envie de partir, c'est se lancer et de pas attendre. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir un certain nombre d'amis qui ont d'autres priorités à un moment donné, qui n'ont pas le temps, pas d'argent, ou qui cherchent du travail, ou qui n'ont pas envie, ou qui préfèrent acheter une maison, changer de voiture, ou faire, je sais pas. Enfin, on peut toujours avoir une bonne raison. Après, c'est des choix personnels. Et puis, si par contre, c'est vraiment on a envie, c'est de se lancer et pas attendre, parce que alors, c'est un peu banal de dire ça, mais c'est vrai que le temps passe vite, la vie passe vite, et c'est bien de profiter quand on est en bonne santé et quand on a envie de faire des choses, d'y aller. Ah, alors, c'est valable pour le voyage ou pour d'autres choses, hein. Si on a des rêves, voilà, faut y aller. Et puis on voit aussi malheureusement que le monde change un petit peu, hein. Il y a des pays où on peut plus aller, on pouvait aller à une époque, maintenant c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc il faut aussi profiter des possibilités qui existent, hein. Par exemple, j'ai fait ce grand voyage en transsibérien, c'était une expérience extraordinaire. Maintenant, on voit plus trop en Russie, c'est pas un pays très à la mode. Il y a d'autres pays qui sont devenus des zones de conflit où les frontières se referment. Enfin voilà, donc c'est essayer de profiter et de se lancer si on a envie de découvrir certains endroits. Voilà, faut y aller. Qui m'intéresse dans ton parcours, c'est, bon, outre le fait que tu sois botaniste, que tu travailles assidûment et au niveau scientifique, hein, pour la recherche, les plantes, la sauvegarde de certaines espèces, tu as même si tu dis que c'est pas toujours l'objectif, tu as quand même des voyages orientés vers ta passion, la botanique. Voilà, Et comment c'est est-ce ça. que tu Mm. imagines tes sujets, tes voyages, tes départs?
Alors, effectivement, j'ai plusieurs passions qui se recoupent parfois, hein, les voyages, voilà, l'écriture, hein. Après, on peut voyager sans écrire, évidemment. On peut écrire sans voyager aussi. Mais bon, et comme j'aime écrire, j'aime voyager, je vais écrire sur les voyages, c'est assez naturel. Et puis, j'ai aussi une passion pour les plantes et la nature en général, et en particulier pour la botanique. Alors, je suis pas une botaniste de terrain, hein, je fais pas de recherche, mais je suis vraiment dans la vulgarisation scientifique. Justement, mon master, c'était communication scientifique, donc pour vulgariser la science au plus grand nombre. Et quand il y a des sujets qui me passionnent, j'ai envie de les partager, de les transmettre. Et c'est pour ça que j'écris d'un côté des livres sur les voyages en général, hein, par exemple comment voyager seul. Bon, c'est des récits de voyage un peu partout dans le monde, mais je ne parle pas spécialement de plantes. Et puis j'ai des livres plus documentaires où là je vais transmettre des choses sur la botanique avec des voyages vécus ou non vécus, hein. Par exemple, là j'ai un bouquin sur les plantes et les explorateurs. Là, il empoche l'aventure Mhm. extraordinaire des plantes voyageuses. Là, j'ai choisi de parler de 11 plantes et 11 explorateurs qui ont eu des vies absolument passionnantes, des voyages réalisés au siècle précédent, hein. Donc on imagine au 18e, 19e, début 20e, les gens qui partaient comme ça au bout du monde pour trouver des plantes, risquer leur vie, hein. Donc là, c'était vraiment des aventuriers en l'occurrence. Certains ne revenaient jamais d'ailleurs, hein, puisque ça se terminait pas toujours bien, avec des maladies tropicales ou des conflits. Enfin, c'était des voyages compliqués, mais que les gens faisaient par passion. Donc j'ai aussi une admiration pour ces explorateurs des siècles précédents. Mais là, c'est des choses plus documentaires, hein. Là, c'est un livre écrit dans mon salon. J'ai pas eu besoin de voyager pour l'écrire. Et puis, bon, j'ai d'autres livres sur les plantes. Par exemple, un des derniers, c'est les plantes dans le cinéma. Donc, je me suis amusée à regarder plein de films dans lesquels les plantes ont un rôle important. Et à partir du cinéma, je parle de botanique. Alors, le lien peut paraître surprenant, mais enfin, ça fonctionne. Et puis parfois, j'arrive vraiment à mixer les deux, hein. Effectivement, mon voyage en Inde, là, il y a 2 ans, sur les traces d'un botaniste français du XVIIIe siècle, du XIXe, pardon, qui s'appelait Victor Jacquemont. Donc, c'était un botaniste envoyé par le Muséum d'histoire naturelle chercher des plantes, donc à la période encore des grandes explorations scientifiques. Donc, il est parti 3 ans et demi en Inde, avec peu de moyens, mais vraiment l'envie de découvrir. Et puis, je me suis pris de passion pour ce personnage. Donc là, j'ai suivi ses traces. Voilà, ça a été aussi une motivation différente pour voyager. J'ai voyagé avec un homme mort il y a 200 ans, mais en même temps, j'avais l'impression d'avoir un compagnon de voyage. Donc c'était une forme de voyage un peu originale, en tout cas différente de ce que j'avais vécu jusqu'à présent. Donc je l'ai suivi, entre guillemets, de Calcutta jusqu'au fin fond de l'Himalaya, 200 ans après. Donc ça a guidé mon parcours. Et finalement, ça a été une expérience intéressante parce qu'il y a eu le voyage avant, avec toute la documentation que j'ai pu faire, toute la biographie, la bibliographie, et puis la poursuite du voyage avec l'écriture du livre, et puis les 2 voyages réalisés, parce que le premier, c'est pas bien terminé, j'étais malade, donc je suis rentrée, je suis retournée après quand ça allait mieux. Donc là, c'était une expérience vraiment enfin, très particulière, hein, puisque voilà, j'ai eu l'impression de voyager avec un fantôme, Et tu as mais avec retrouvé un des personnage traces, tu as qui retrouvé m'a ses passionné. notes, tu as retrouvé ses sensations, tu as retrouvé un peu sur place ce qu'il avait vécu ou pas du tout, ça, genre trop Voilà, c'est gentil. ça. Alors, il a laissé beaucoup d'écrits, alors des correspondances, hein. C'était aussi quelqu'un qui était, qui est un peu tombé dans l'oubli, mais qui était un grand écrivain à l'époque, qui a notamment eu une correspondance très riche avec plein de grands personnages, avec des scientifiques, des écrivains, des artistes. C'était un copain de Stendhal, de Mérimée, par exemple. Et c'est Prosper Mérimée, après sa mort, qui a fait éditer ces correspondances, qui sont géniales à lire, qui sont passionnantes. Et puis, il y a eu un récit de voyage que j'ai trouvé en ligne ou en consultant la bibliothèque du muséum, parce que c'est plus édité. Et là, c'est 2000 pages avec plein de notes, plein d'informations. Alors, c'était vraiment passionnant à lire. Donc, le fait de retourner dans les lieux et de lire la façon dont il en parlait, c'était intéressant de voir qu'est-ce que lui disait d'un endroit et comment moi je pouvais le vivre ou expérimenter 200 ans après. Alors évidemment, l'Inde, en 200 ans, ça a énormément changé, mais j'ai aussi retrouvé des choses, par exemple des petits villages de l'Himalaya où il a fait des croquis, des très 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 beaux dessins, et les paysages, évidemment, les montagnes n'ont pas changé. Donc j'ai pu Ouais. retrouver certains endroits, ou même des villages finalement qui n'ont pas tellement évolué parce que c'est dans des régions très isolées. Donc ça a été une belle découverte et une expérience en tout cas assez différente des autres. Ça m'a donné un peu un nouveau prétexte
Hein, c'était pas juste voyager pour voyager, comme je le fais parfois, ce qu'on peut faire, et ce que la plupart des gens font, et ils ont bien raison. Mais là, j'avais un objectif à la fois personnel, en tout cas de suivre ce personnage pour lequel je me suis pris de passion, et puis ensuite de continuer à transmettre par l'écriture de ce livre, puisque c'est une occasion de remettre à l'honneur un homme oublié qui a eu une histoire assez fabuleuse, et puis de parler d'un pays qui est extrêmement intéressant, qui est en pleine mutation aussi, et puis de parler de plantes aussi, puisque j'ai vu des espèces assez extraordinaires, comme le grand banyan de Calcutta, qui est un arbre, à lui tout seul, il fait la surface de 2 terrains de foot. Enfin, c'est des plantes extraordinaires dans le monde et qui sont pas forcément connues chez nous. Et puis, les livres, ça va être un moyen d'en parler. D'accord. Et tu l'as Différemment. là, le livre sur ta table de chevet? Oui, et je l'ai Ah, là. regarde Donc, un il est petit paru insect. chez Paulsen l'année dernière, hein, il est assez récent, par les chemins des Indes. D'accord. Voilà. Super. Il y a un petit sous-titre sur les traces du botaniste français qui aurait pu devenir vice-roi du Cachemire. Donc, un titre synthétique. Mais j'aime bien des fois les petits. Donc, c'est juste un petit. Sur le petit bandeau. Mais effectivement, c'était un botaniste qui a rencontré plein de personnages extraordinaires en Inde, notamment un grand Maharaja qui lui avait proposé de devenir vice-roi du Cachemire. Un truc complètement improbable. Mais voilà, enfin, en tout cas, c'était un espèce de héros que j'avais même pas besoin d'inventer qui existait déjà. On t'a pas Voilà. proposé d'être reine du Cachemire, dommage. Mais Voilà. avant de repasser sur tes voyages un peu plus aventureux, genre les ours, le Canada le sentier Appalaches, c'est Mhm. ça? Je C'est voulais ça, juste te ouais. demander, tu sais que la première femme au monde à avoir fait le tour du monde est une Mhm. botaniste? Oui, 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 c'est Jeanne Barré déguisée en homme pour Déguisée en suivre homme. son amant qui était botaniste. Ouais, ouais, ouais. Et il y a un livre Ouais, qui retrace son histoire. Est-ce que tu aurais aimé ouais. faire ce genre d'aventure, toi, à l'époque? Alors ça, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est difficile de s'imaginer comment on aurait été il y a 200 ans. Oui, forcément, ça m'aurait plu. Quoique, après, je sais pas, j'ai pas trop l'habitude de naviguer en bateau, puisque évidemment, à l'époque, c'était des mois et des mois de navigation, et c'est ça qui est quand même assez extraordinaire. Effectivement, c'est le courage de cette femme, les risques qu'elle a pris. Puis en même temps, c'était quelqu'un d'extrêmement intéressant, de passionné, enfin, de cultivé, qui a vraiment fait un travail de botaniste, qui a eu un sacré culot quand même hein, de se lancer là-dedans comme ça. Enfin, il aurait pu lui arriver tout un tas de choses. Et puis, en fait, c'est une belle aventure parce que c'est à la fois une précurseur dans le voyage en solo au féminin. C'est aussi une des premières grandes femmes botanistes. Et puis, son aventure personnelle est aussi un peu croustillante avec voilà, aller dans le bateau pour suivre son amant et ne pas se faire attraper. Enfin, c'est en tout cas une sacrée histoire. Ouais, On ouais, rappelle qu'à bord, les matelots, il n'y avait aucune femme à bord, hein, ouais, ouais, bah oui, oui. Donc, c'était fallait oser quand vraiment, même. Hein, et voilà, puis, s'habiller en ouais. homme et te Mm. tenir. Et donc, du coup, ce qui m'a passionné aussi, c'est ton esprit d'aventure, parce qu'effectivement, petite blonde, tu es pas, on va dire, la baraque qu'on peut Voilà. imaginer costaud avec son sac à dos sur le dos et et qui a des mollets bien musclés. Et tu t'es quand même fait les Appalaches à pied, quoi. Ça fait Ouais. combien de sentiers ça? C'est combien de kilomètres? Alors, en fait, alors, le sentier des Appalaches, en fait, il y en a, je veux dire, il y en a plusieurs. En tout cas, le sentier le plus connu, c'est le sentier américain qui traverse tout l'est des États-Unis, qui est très connu et qui est aussi maintenant très fréquenté. Et il a été prolongé au Canada, en fait, hein, au Québec, dans l'est, il monte même encore jusqu'à Terre-Neuve. Et la partie canadienne est beaucoup moins connue, beaucoup moins fréquentée. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette partie-là. Alors, effectivement, hein, j'ai pas le look de Mike Horn. Mais justement, c'était aussi pour montrer qu'on n'a pas besoin d'être une super-héroïne pour voyager, que les femmes normales, entre guillemets, peuvent partir avec un minimum de bon sens, en tout cas, hein, pas prendre des risques forcément à considérer, mais avec un minimum de préparation, chacun peut trouver une aventure à sa portée. Bon, là, je suis partie, c'était une randonnée d'un mois. Bon, j'adore la randonnée, mais j'ai toujours fait des randonnées courtes, on va dire, ou en tout cas la journée où voilà, j'ai planté la tente, je vais marcher une journée, je reviens et j'ai pas des kilos et des kilos sur le dos. Donc là, c'était très différent, donc ça a été très difficile, faut le dire. Je pensais même pas arriver jusque-là parce que quand j'ai commencé à marcher, c'était plus dur que prévu. Les Appalaches, c'est des petites montagnes. Hein. Je me suis dit, oh, bah, c'est comme les Vosges, hein, ça va, c'est tranquille. Sauf que bah, ça monte raide, ça descend raide et ça monte et ça descend tout le temps. Donc, ça faisait des kilomètres à avaler. Oui, puis si Quand je me rappelle bien, c'est ouais. pas tellement bien tracé. Il y a des grandes périodes d'autonomie, non?
Alors, il y a des grandes périodes d'autonomie. Après, c'est quand même bien tracé, hein. C'était ça aussi. Je voulais pas non plus m'aventurer dans quelque chose de, enfin, dangereux dans le sens où voilà, je suis pas partie avec mon coupe-coupe dans la jungle, dans des endroits pas possibles. C'est quand même un vrai sentier de randonnée, donc qui est balisé. Donc, il y a des bénévoles qui vont sur les différentes portions pour remettre le balisage. Donc, a priori, on peut pas se perdre et limite, on peut plus facilement se perdre en France parce qu'il y a beaucoup de chemins de randonnée chez nous. Là-bas, bah, il n'y en a pas 50, j'allais dire, il est tout droit, à part certains endroits où, voilà, faut faire attention. Mais globalement, au niveau orientation, ça n'a pas été très difficile parce que c'est ça, c'est de la forêt et puis hop, ça traverse, donc il n'y a pas des tonnes d'itinéraires possibles. Donc voilà, il faut faire Bon, attention. Et ok. je ne me suis pas trop perdue, à part près de villages, des fois en arrivant à certains endroits dans la partie au début. Mais en tout cas, voilà, j'ai choisi quelque chose qui a à la fois été difficile, en tout cas plus dur que ce que j'avais imaginé, mais en même temps qui était réaliste et faisable, parce que l'idée, c'était pas de partir, puis après 3 jours en disant, bah, finalement, j'y arrive pas, je rentre chez moi, ça sert à rien. Hein. Donc j'ai quand même, je me suis renseignée avant pour trouver un sentier qui me semblait, on va dire, à ma portée. Euh, mais quand même qui est déjà une vraie aventure, hein, parce que c'est vrai que dormir toute seule dans les bois, quand C'est on ça. sait qu'il y a voilà. Il faut Ouais. imaginer parce que la première fois qu'on le fait, c'est toujours un grand moment. Après, on Mm, prend l'habitude et finalement, on a une forme de jauge de sécurité intérieure qui se met en place, mm. qu'on soit. Donc, effectivement, c'est plus lié à l'environnement, mais plutôt à l'état d'être. Et en fait, je Mm. trouve que quand même, aux États-Unis et au Canada, dans ces grands espaces, il y a quand même des prédateurs. Il y a aussi le risque de se perdre ou de pas trouver d'eau, et puis, on a un sac. Si tu en es en plusieurs jours d'autonomie, ça veut dire plus de kilos sur le dos. Tu as des sacs de combien quand tu fais ça? Alors Et- le sac, bah, c'est vrai que j'ai un peu souffert avec le sac. Alors bon, maintenant, ce qui est bien aussi, c'est qu'on arrive à trouver du matériel de randonnée assez accessible, enfin, on va dire à des prix corrects sans aller dans des trucs de compétition. Donc j'avais trouvé une tente ultra light, un sac de couchage light, et j'avais vraiment tout préparé. D'ailleurs, dans le bouquin, j'ai plusieurs pages sur la préparation parce que déjà, c'était une expérience et une aventure de trouver tous les éléments, des choses qui peuvent paraître simples. Mais voilà, que je raconte aussi avec humour. Par exemple, trouver sa paire de chaussettes de randonnée. Je suis pas partie avec 50 paires, hein. Évidemment, j'avais 2 paires. Une que je mettais, une que je lavais, et hop, un jour sur deux. Et bah voilà, il fallait les bonnes chaussures qui soient pas trop chaudes parce qu'en été, quand même assez résistantes parce que voilà. Enfin voilà, donc il y avait pas mal de critères comme ça sur des choses a priori simples. Ça m'a pris beaucoup de temps de préparation. Voilà, trouver le sac à dos, j'avais un 50 litres. Le vendeur, il m'a dit, ouais, bah, je vous donne un plus grand, vous n'arriverez pas, vous arriverez pas à le porter. Il a eu entièrement raison. Déjà là, j'avais du mal. Donc, si j'avais eu un plus gros, on est censé de mettre plus, forcément. Si on a plus de place, on peut toujours dire, oh, allez, je prends un t-shirt en plus au cas où, ou je prends je sais pas quoi. Et en fait, non, c'est pas une bonne idée. Donc, voilà, il faut déjà enfin, se connaître. Là, l'équipement, fallait vraiment prendre l'essentiel. En plus, une fois que j'étais au milieu des bois, je ne pouvais pas dire à l'ours, j'ai oublié ma brosse à dents, t'as pas vu un supermarché. Voilà, donc il fallait vraiment penser aux choses importantes, se renseigner où on pouvait trouver de l'eau, bien sûr. Alors l'avantage du Canada, là, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'eau, il y a beaucoup de rivières, de ruisseaux. Donc j'avais un filtre à eau, donc je pouvais prendre de l'eau régulièrement. Mais il fallait quand même faire attention parce qu'il y avait des endroits où ils disaient, bah là, il y avait des panneaux, hein, attention, dernier point d'eau avant pas mal de kilomètres. Donc là, voilà, dans ce cas-là, il fallait tout de suite récupérer de l'eau. Euh, voilà, donc ça demandait quand même une certaine préparation matérielle. Physiquement aussi, j'ai commencé petit, c'est-à-dire, oh bah, le week-end, allez, cet après-midi, il fait bon, je vais marcher 2 heures. Après, le week-end d'après, je vais marcher 4 heures. Après, je vais marcher le samedi. Après, je vais marcher tout le week-end. Après, je mets des poids dans mon sac à dos. Et puis, avant de partir, je marchais avec mon méga sac à dos jusque des randonnées d'une journée. J'avais la tente, tout le bazar. Les gens ils me disaient, vous allez où comme ça en expédition? Oh, bah non, non, je me balade juste aujourd'hui. Mais voilà, c'était pour m'entraîner au poids. Euh, Ouais. Et voilà, toi, c'était quoi, 15 kilos? ouais, je pense que quand il y Ouais. avait de l'eau et de la nourriture lyophilisée, alors pareil, j'ai acheté que de la nourriture lyophilisée ou des fruits secs, enfin voilà, des choses. Et bah, ouais, quand c'était plein, ça devenait difficile, hein. Après, c'est pour ça, en fait, ce qui était bien aussi sur ce sentier-là, c'est que c'était un vrai sentier de randonnée et il y avait moyen de se faire ravitailler. Donc, je m'envoyais des colis de Ah, nourriture oui. pour que tous les 3 4 5 jours, je puisse récupérer un colis. Parce que par contre, je sais que je suis incapable de porter pour 10 jours de. Après, je me déplace plus. Enfin, il y a un moment, c'est plus possible non plus. Donc voilà, il faut Il faut aussi tous connaître s'envoyer ses. des colis. Oui, c'est ça. J'avais lu le Ouais, ouais. livre de, je sais plus, Oui, Wild, voilà, oui, bah voilà, c'est le même Wild principe. de Ouais, 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 c'est Spade. ça.
Et Ouais, elle me raconte comment elle s'envoie des colis, notamment une paire de voilà. chaussures qui n'arrive jamais parce qu'elle a gagné Ouais. la sienne. Et alors, il y a une chose qui m'est pas toujours épatée parce que moi, je suis allée donc pas dans le Canada aussi, mais surtout dans les parcs de Sequoia. Et, Mhm. les ours sont attirés par le dentifrice, non? Oui, 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 alors ça c'est rigolo, enfin rigolo, façon de parler, parce que en fait, quand on campe dans la nature et qu'on sait qu'il y a des ours dans la région, donc il faut accrocher la nourriture à une certaine distance de la tente et en hauteur dans les arbres pour pas qu'ils s'approchent de la tente et pour pas qu'ils piquent le pique-nique non plus, donc l'accrocher en hauteur. Donc il faut avoir une petite corde pour hop, aller accrocher la nourriture dans les arbres. Et c'est vrai qu'il y a des odeurs particulières auxquelles on ne pense pas, mais des odeurs humaines, des fois les dentifrices, il y a des petits arômes de plantes. Voilà, qui peuvent attirer les ours. Donc ça, on m'avait dit, ouais, attention, le dentifrice. Et c'est vrai que des fois, j'y pensais pas du tout. Et puis je me réveillais le matin, oh, zut, le dentifrice. Mais bon, ça va. Aucun ours est venu se brosser les dents dans ma tente, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que des fois, il y avait des petits oublis, ou la barre de céréales dans la poche, ou des fois, il y avait des petites choses. Je me dis, oh là là, Oui, j'ai on est oublié comme des ça. choses. Ouais. On mettait des boîtes en fer, nous, Ouais. pour calmer l'odeur. Mais Ah donc, oui. dans tous ces voyages, je dirais, lequel a été le plus extrême et le plus fou où tu t'es dit, oula, je suis limite là. Plus extrême. Bah, là, effectivement, en randonnée, là, avec les ours, parce que bah, ça s'est bien passé, mais c'est vrai qu'il y avait des endroits, donc j'étais vraiment toute seule dans les bois pendant plusieurs jours, il n'y avait pas de réseau, donc si je m'étais mis un truc bête, je sais pas, que tordu la cheville, ou bon, après voilà, ça aurait pas été très grave, mais je sais pas, moi j'aurais glissé, je me serais blessée, ou un truc bête. Voilà, ça aurait été un peu embêtant. Ce que je faisais, c'est que j'avais toujours mon téléphone éteint. Puis quand j'arrivais en haut d'une montagne où il y avait un peu de réseau, je l'allumais, j'envoyais un message chez moi, je disais je suis là, tout va bien, je le réteignais et je continuais. Voilà, après. Mongolie, c'était comment? Alors Mongolie, alors j'étais partie en Transsibérien, donc c'était il y a quelques années déjà, où voilà, on pouvait aller en Russie. Donc j'avais traversé la Russie en m'arrêtant à différents endroits, notamment au lac Baïkal qui est magnifique. Ensuite, enfin, il y a deux variantes, hein, le transsibérien, on peut aller jusqu'à Vladivostok dans l'extrême-orient russe ou dévier et passer par la Mongolie pour arriver à Pékin en Chine. Donc j'avais fait cette variante-là. Donc j'avais traversé la Mongolie en train et à un moment je m'étais arrêtée et j'avais fait du bénévolat dans un parc national où ils ont réintroduit des chevaux sauvages. Voilà, Ah, donc là j'avais un projet parce que sinon c'est pas forcément facile de se déplacer tout seul en Mongolie. Beaucoup de gens qui partent en tout cas seuls, ils se retrouvent à prendre un guide et un chauffeur parce que sinon bah, c'est compliqué. Ou alors il faut bien étudier par contre son itinéraire et puis prendre un cheval et se ouais. traverser la Mongolie à cheval. Enfin, ça se fait. Ça, c'est une idée, hein. Mais voilà, en tout Après, cas, comme c'est des endroits un peu isolés, c'est vrai que ça se prépare un peu. Voilà. alors, comme il nous reste 10 minutes, je voudrais que dans ces 10 minutes, enfin en tout cas en point de départ, tu nous dises qu'est-ce qui fait vibrer, qu'est-ce qui fait que pour toi, quand tu rentres, tu dis, alors ça, c'était un voyage réussi. Voyage réussi, je sais pas si c'est un terme que j'emploie tellement Oui, réussi en fait. c'est En ça fait, c'est veut rien surtout dire, mais cette expérience finalement du voyage. C'est vrai que c'est souvent une question qu'on pose, tu as fait un beau voyage. Je trouve que ça veut pas dire grand-chose parce que dans un voyage, on voit des belles choses, évidemment, on voit des beaux paysages, on peut voir des beaux monuments, on peut rencontrer des belles personnes, mais dans beaucoup de pays, on voit aussi des choses pas belles du tout. On voit des choses tristes, mais bon, en même temps, il y en a partout. Alors, si on doit se limiter à ça, on voit plus nulle part, hein. Même chez nous, malheureusement, il y a beaucoup de choses aussi difficiles, hein. C'est pas parce que on est en France que voilà, c'est sûr qu'on a c'est un parti. niveau de vie quand même supérieur à beaucoup de pays, mais on voit aussi malheureusement des choses difficiles. Donc, effectivement, vous allez en Inde, bon, bah, voilà, il y a encore beaucoup de gens dans la misère. Et après, il y a aussi des endroits qui ne sont pas beaux en soi, mais je vais avoir des belles expériences. Par exemple, je suis allée en Laponie, bah, j'ai fait un livre aussi qui s'appelle Comment voyager dans le Grand Nord, quand on est petite blonde et aventureuse. Donc, c'est un peu la suite du premier, mais c'est que sur la Laponie, entre le nord de la Norvège, la Finlande et le nord russe, la péninsule de Kola. Alors, c'est des endroits pas du tout connus. Bon, évidemment, maintenant, on n'y va pas, mais même à l'époque, c'était quand même pas des endroits très touristiques, personne n'allait là-bas. Donc j'ai eu un interrogatoire de la police pendant 3 heures parce qu'ils ne comprenaient pas ce que je venais faire là. Enfin bon, c'était des anciennes zones militaires, il y a Oui, je le vois, pas cimetière loin de, des. c'est au sud de Kirkenes, tout ça?
Oui, Un peu voilà, à sale. l'est, voilà, le côté vers Mourmansk, voilà. Donc, c'est pas des endroits qui font tellement rêver, c'est pas franchement beau. On arrive à Mourmansk, c'est que des barres d'immeubles un peu déprimantes. On peut se dire, qu'est-ce que je suis venue faire là? Mais j'ai rencontré des gens, mais tellement sympas que je me suis vraiment bien amusée. C'était des bonnes expériences. Et finalement, je peux dire que j'ai fait un beau voyage, entre guillemets, mais j'enverrai personne là-bas parce que, voilà, les gens qui ont envie de se dépayser un peu. Quelque temps. Voilà, c'est pas l'endroit qui fait le plus rêver, mais ça a été un voyage, en tout cas, très, très chouette et réussi, entre guillemets, si on veut. Mais en tout cas, voilà, c'est ça que je cherche, moi, dans les voyages. C'est plutôt l'expérience qui fait que des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Voilà, il peut se passer plein de choses, mais ça, c'est l'expérience du voyage, en fait, hein. Il y a des voyages où il va se passer des tas de choses, des aventures. Des voyages qui vont être beaucoup plus calmes. Après, c'est un peu les hasards des rencontres, hein. On peut se retrouver à des endroits où bah, le hasard fait que, voilà, des fois, vous montez dans un train, vous allez tomber sur des voisins super sympas, et puis des fois, vous aurez peut-être personne à côté de vous, ou des gens qui n'ont pas envie de parler, ou qui sont entre eux. Enfin, bon. Donc voilà, après, c'est un peu les hasards. Mais c'est pour ça que je pars souvent sans trop d'attente, parce que c'est vrai que oui, si on peut-être c'est le risque d'être déçu si on a trop d'attentes. Que Ouais. si on part un peu avec plus l'esprit d'aventure, on sait pas. Et c'est ça l'intérêt du voyage, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer. C'est pour ça que je pars rarement avec voilà, le guide du routard ou autre dans Oui, la poche. c'est Même si ça. ça peut être utile parce que ça donne des Mais informations générales sur un pays. ça veut dire quand même que Euh, tu as confiance en ta capacité à gérer l'inconnu. Oui, voilà, oui, oui. Mais en fait, c'est ça qui fait l'intérêt du voyage, c'est pas Ouais. dire je vais visiter ça et ça et ça, même si, bah voilà, si on va quelque part, il y a peut-être des endroits qu'on a repérés où on a vraiment envie d'aller. Par exemple, une fois j'étais allée au Pérou, j'avais rencontré des gens qui disaient oh, moi je vais pas au Machu Picchu, c'est trop touristique. Je dis, ouais, c'est quand même dommage d'être à côté, de louper ça. Enfin, bon, voilà. Donc, mais c'est un peu l'ensemble en fait, hein, entre les endroits peut-être qu'on a vraiment envie de découvrir parce que ça fait rêver, c'est un peu mythique, hein. Il y a des gens qui rêvent d'aller au Machu Picchu, bah, c'est extraordinaire comme site. Donc, si on peut y aller, c'est formidable. Et en même temps, ça va être les petits à côté qui vont faire justement Et est-ce qu'on peut se muscler pour appréhender l'inconnu? Est-ce que ça se muscle ou est-ce qu'on l'a ou on l'a pas? Bah, je sais pas. Après, il y a des caractères peut-être bien sûr différents. Chaque personne est différente. Mais après, c'est comme tout. C'est effectivement avec l'expérience, on apprend à se débrouiller. Et en fait, c'est un peu une école de la débrouille aussi, le voyage, hein. On dit faire, les voyages forment la jeunesse, mais forment n'importe qui, d'ailleurs, à n'importe quel âge. Parce qu'on peut se retrouver des fois dans des situations improbables. Et quand on part seul, en l'occurrence, on n'a pas d'autre choix que se débrouiller. Faut y aller. Et donc, on se retrouve des fois avec des situations des fois un peu compliquées. Et en même temps, c'est ça dont on se rappelle, hein, dans mon bouquin Comment voyager seul. Finalement, je raconte plus les petites mésaventures, entre guillemets, des choses dont on ne parle pas souvent d'ailleurs dans les récits de voyage. Mais c'est vrai que souvent dans un récit de voyage, on va plutôt raconter les choses qui font un peu rêver. Et là, Oui. voilà, donc je vais plutôt parler des choses parfois simples, mais voilà, ça va être ces anecdotes, ces choses un peu croustillantes, ces petites mésaventures qui se terminent quand même bien, parce que j'invente à chaque fois. Mais en tout cas, ça fait des expériences, des petites galères, parce qu'il y en a toujours, hein, en tout Est-ce que cas. tu penses que ça t'endurcit, ça t'a rendu plus sûr de toi Ouais. et ça t'a fait changer de cap dans ta vie ou pas du tout? Alors certainement, hein, c'est difficile à dire parce que ça n'a pas été un moment clé, hein, parce qu'il y a des Oui. gens, par exemple, ils ont une vie et d'un coup ils quittent tout pour faire un grand voyage et quand ils reviennent, ils vont être changés. Moi, ça s'est toujours fait, on va dire, au fil du temps, de manière régulière. Donc je peux pas dire que du jour au lendemain, clac, ça a changé. Euh, mais en tout cas, oui, je pense que ça continue à apporter plein de choses. Ouais, ouais, ouais. Donc, on encourage les femmes. Qu'est-ce que tu dis pour terminer? Qu'est-ce qu'on te souhaite déjà comme voyage? Et qu'est-ce que tu dis à la femme qui n'ose pas, là? Il nous reste 3 minutes. Alors, bah, mon prochain voyage, je ne sais pas encore. Là, je vais déjà terminer d'écrire sur mes derniers voyages, notamment sur la Nouvelle-Zélande. Donc là, voilà, là, il faut que je me concentre encore là-dessus, terminer mon projet. Euh, Après, il y a encore plein d'endroits que je ne connais pas. Et Donne-moi-en alors, un au hasard. bah, je sais pas, la Patagonie, par exemple, je ne Ah connais oui, pas la Patagonie. d'accord. Voilà, toujours un peu le bout du monde. Et puis, voilà, j'allais dire, le conseil que je donne toujours, c'est ça, c'est vraiment de se lancer si on a envie. Le temps passe vite, donc voilà, faut y aller. Et puis après, c'est un minimum de bon sens, hein. C'est vrai que la deuxième question qu'on me pose souvent, ah, vous partez seul, ensuite c'est et vous n'avez pas peur?
fait, il Oui, n'y a pas de raison particulière d'avoir peur. La plupart des gens sont bienveillants, 99% des gens sont sympas. On peut ne pas avoir de bol et tomber sur un psychopathe, mais enfin, il y en a autant dans nos trucs au bout du monde. Donc voilà, après, c'est plutôt du bon sens. merci pour Et ce puis, message. se lancer, quoi. Oui, oui. Faut y Et, aller si on a envie, bien sûr. eh ben, Voilà. bravo pour ton parcours, il est super inspirant. On peut suivre Katia, bien sûr, sur Instagram, même si c'est pas une grande influenceuse, hein, elle reste très Non, mais de temps discrète, en hein. temps, je mets des petites plantes, des petites photos de Voilà. voyage. Voilà. Tout dans ses livres, toujours. J'essaye de pas être accro au réseau. Voilà. Et Ouais, puis, tu as assez de choses à faire comme ça. Et puis, les voilà. livres que tu as faits et sont écrits, ils sont tellement agréable à lire qu'on a tout ton univers dedans, c'est génial. Donc Bah, j'invite merci. tout le monde à regarder Katia Astafiev sur Google et à se procurer les livres. En tout cas, c'est très inspirant, Katia. Merci d'être petite, blonde et aventureuse et de nous donner envie de partir. Merci pour tout ça et pour ta présence ici au sommet des exploratrices. Et à Bah, bientôt. merci. Bah, merci et bon voyage à toutes et à tous. Merci.